Hey, that was on tell. Ce qu'il y a avec les secrets, c'est qu'ils ne restent jamais enterrés comme on le voudrait. On peut s'en occuper pendant des décennies, les abreuver de silence, les ceindre d'isolement. Ils trouvent quand même le moyen de pousser à travers la terre quand on s'y attend le moins. J'ai appris cette leçon à l'automne 1987, lorsque 23 ans de protection minutieuse se sont effondrés en quelques jours, et que tout ce que je croyais comprendre de la créature vivant sur nos terres s'est avéré bâti sur des fondations dont j'ignorais l'existence. Je m'appelle Harold Pembroke, et j'avais 49 ans quand la vérité nous a finalement rattrapés. Je vivais avec mon jeune frère Dennis, qui en avait 45 à l'époque, dans un ranch de moutons aux confins nord de l'État de Washington, là où la chaîne des Cascades commence à se prendre au sérieux en tant que montagne. Notre propriété couvrait un peu plus de 500 acres de terrain mixte, des prairies pour le pâturage, d'épaisses étendues de cèdres et de prûches centenaires, et des affleurements rocheux qui s'ouvraient sur des réseaux de grottes que nous explorions depuis l'enfance. La ville la plus proche était Millbrook, 800 habitants les bons jours, et elle se trouvait à 12 miles au bout d'un chemin de gravier sinueux qui se transformait en soupe de boue à chaque pluie, ce qui était fréquent. Nous avions hérité de l'endroit de notre père en 1964, l'année de sa mort d'une pneumonie qui a tourné à la septicémie avant que le médecin de Millbrook ne puisse gravir la montagne. Papa avait travaillé cette terre pendant 40 ans, et son père avant lui. Et quelque part dans l'histoire familiale, il y avait un arrière-grand-père qui avait revendiqué la concession d'origine à l'époque où Washington n'était encore qu'un territoire. Les Pembroke avaient des racines profondes dans ce sol, plus profondes que la plupart des gens ne le savaient. Mais le secret le plus profond n'était pas du tout dans le sol, il était dans les grottes. Ce matin d'octobre a commencé comme la plupart des autres. J'étais dans la grange à matériel, essayant de ranimer notre vieux tracteur John Deere, tandis que Dennis parcourait les clôtures sur son quarter horse, une jument grise nommée Dusty, qui connaissait la propriété mieux que nous deux. La radio sur mon établi passait quelque chose de Whitney Houston, une chanson sur l'envie de danser avec quelqu'un, et je me souviens m'être dit combien il était étrange que la musique du monde extérieur puisse parvenir si loin dans cette nature sauvage, apportant des nouvelles d'une vie qui semblait presque fictive de là où j'étais. Le tracteur avait lâché une courroie la veille, et j'avais les mains jusqu'au coude dans le compartiment moteur quand j'ai entendu les sabots de Dusty sur le gravier, allant plus vite qu'il n'aurait dû. Dennis ne faisait jamais courir cette jument, sauf si quelque chose n'allait pas. Ses articulations n'étaient plus qu'elles étaient, et il la dorlotait comme si elle était en porcelaine. Je me suis extrait de sous le capot juste au moment où Dennis descendait de selle, son visage affichant une expression que je n'avais pas vue depuis des années. La dernière fois qu'il avait eu cet air, c'était en 1978, quand une société forestière avait tenté d'arpenter notre frontière Est et que nous avions dû les menacer de poursuites judiciaires pour les faire partir. « Harold, on a de la visite !» dit-il en menant Dusty dans la grange pour qu'elle puisse récupérer correctement. « Il y a des gens sur la crête nord. L'air officiel, camions, matériel, toute la panoplie. Ils marquent des arbres et prélèvent des échantillons. » Mon estomac s'est noué, comme toujours quand le monde extérieur se faisait trop pressant. Quel genre d'officiel? Pas pu m'approcher assez pour voir des badges, mais les camions avaient des plaques gouvernementales, fédérales, pas de l'État. Et Harold, l'un d'eux portait un fusil. Pas un fusil de chasse, un fusil de type militaire. La crête nord. Ça les plaçait à environ 3 miles de l'entrée de la grotte, assez près pour tomber dessus s'ils faisaient un arpentage approfondi. Assez près pour le trouver. Est-ce qu'ils t'ont vu? Je ne crois pas. Je suis resté à couvert. J'ai observé de loin. Mais s'ils prévoient d'étendre leur opération, s'ils commencent à descendre vers le sud... Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Nous savions tous les deux ce qui était en jeu. « J'irai ce soir, dis-je, enlevant déjà mes gants de travail.
après la tombée de la nuit, le prévenir, voir s'il sait pourquoi il pourrait être là. Dennis hocha la tête, son visage buriné plissé par une inquiétude qui n'avait rien à voir avec les soucis habituels de la vie au ranch. « Je continuerai de surveiller la crête demain, j'essaierai de comprendre ce qu'ils font. Mais Harold, si c'est ce que je pense, si le gouvernement a enfin trouvé des preuves de son existence, on ne peut pas encore penser à ça, l'interrompis-je, même si j'y pensais beaucoup. On a juste besoin d'informations. Le reste viendra après. » Cette nuit-là, allongé dans mon lit étroit, attendant que l'obscurité soit assez profonde pour me déplacer, mon esprit ne cessait de revenir à l'hiver 1964, lorsque Dennis et moi avions découvert que nous n'étions pas seuls sur cette montagne. Notre père était mort depuis 3 semaines, quand la tempête a frappé. C'était une de ces tempêtes typiques des cascades, le genre qui arrive du Pacifique chargé de tellement d'humidité qu'elle ne sait plus quoi en faire, déversant des dizaines de centimètres de neige, puis passant à la pluie verglaçante juste pour pimenter les choses. Nous avons perdu l'électricité le premier jour, ce qui n'était pas inhabituel, et au 3e jour, nous rationnions le bois de chauffage, parce qu'aucun de nous n'avait pensé à bien remplir la réserve avant que le temps ne tourne. Papa s'était toujours occupé de ça, et nous étions encore en train d'apprendre toutes les façons dont son absence allait remodeler nos vies. J'avais 26 ans à l'époque, Dennis en avait 22, et nous essayions de gérer un élevage de moutons que nous comprenions à peine, tout en pleurant un homme qui n'avait jamais été particulièrement chaleureux, mais qui nous avait appris tout ce que nous savions sur la survie dans les montagnes. La tempête nous donnait l'impression que l'univers nous mettait à l'épreuve, pour voir si nous étions dignes de la terre dont nous avions hérité. Le 4e matin, alors que la neige commençait enfin à se calmer, mais que le froid s'installait comme s'il comptait rester, nous nous sommes emmitouflés et sommes allés à l'ancien hangar à matériel pour chercher des chauffages d'appoint au kérosène. Le hangar se trouvait à environ 200 mètres de la maison principale, une structure que notre grand-père avait construite dans les années 1920 avec du bois qu'il avait abattu lui-même. Nous ne l'utilisions plus beaucoup, y stockant principalement des choses que nous n'étions pas prêts à jeter, mais qui n'avaient plus d'utilité. C'est là que nous avons entendu le bruit. Ce n'était pas le vent, bien qu'il y en eût beaucoup. Ce n'était pas un animal en détresse, même si ce fut ma première pensée. C'était quelque chose entre un pleur et un gémissement, un son d'épuisement pur et de peur qui semblait venir de l'intérieur même du hangar. « Probablement un cerf », dit Dennis, bien que sa voix suggéra qu'il n'y croyait pas. Peut-être coincé à l'intérieur, en cherchant un abri. Nous nous sommes approchés prudemment, et c'est là que nous avons vu les traces dans la neige. Des empreintes de pas, clairement bipèdes, mesurant facilement 45 cm et enfoncées assez profondément pour suggérer quelque chose d'incroyablement lourd. Elles venaient de la forêt au nord-ouest et menaient directement à la porte du hangar, qui était légèrement entr'ouverte, malgré le fait que nous la gardions toujours verrouillée. « Ce n'est pas un cerf, dis-je, énonçant l'évidence parce que quelqu'un devait le faire. Dennis, qui avait toujours été le plus courageux de nous deux, bien qu'étant le plus jeune, s'avança et poussa la porte plus grand. Les gonds grincèrent en protestation, le son fendant l'air immobile comme une accusation. Dans la faible lumière filtrant à travers les fenêtres couvertes de neige, nous l'avons vu. Il était accroupi dans le coin le plus éloigné, essayant de se faire plus petit dans un espace qui ne pouvait manifestement pas le contenir. Il était massif, mesurant facilement plus de 2,10 m, même dans cette position repliée, couvert de la tête aux pieds, d'une épaisse fourrure gris brunâtre, emmêlée de glace et de neige. Ses épaules étaient plus larges que celles de n'importe quel humain, ses bras proportionnellement plus longs, et ses mains étaient grandes comme des assiettes, avec des doigts se terminant par des ongles épais et émoussés. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce dont je me souviens encore plus clairement que de tout autre détail de ce matin-là, c'était ses yeux, bruns foncés, presque noirs,
et rempli d'une intelligence indéniablement douée de conscience. Ce n'était pas un animal que nous avions trouvé. C'était une personne, un être avec des pensées, des peurs et la capacité de comprendre qu'il était en grand danger. Il tremblait violemment, tout son corps secoué par un frisson qui allait au-delà du froid vers quelque chose de plus grave. J'avais déjà vu l'hypothermie chez un membre d'une partie de chasse qui était tombé à travers la glace lors d'une expédition hivernale. Cette créature, quelle qu'elle soit, était en train de mourir. Dennis a soufflé un mot que je ne répéterai pas, et la créature a émis un faible grognement d'avertissement, défensif mais faible. Il était trop épuisé pour nous combattre, même s'il l'avait voulu. « Doucement, dis-je, utilisant le même ton calme que j'utiliserais avec un animal effrayé. On ne va pas te faire de mal. »« Harold, dit Dennis doucement, il est en train de mourir de froid. Regarde-le. » Je regardais. Malgré sa taille massive et son épaisse fourrure, la créature était clairement en crise. La tempête avait été trop violente, trop longue, et il s'était fait surprendre sans abri adéquat. Notre hangar lui avait sauvé la vie, mais de justesse. « Il faut le réchauffer, » dis-je. « Je vais chercher le chauffage au kérosène dans la grange. Reste ici, calme-le. Allume un feu dans le vieux poêle à bois, si tu peux. » J'ai couru dans la neige plus vite que je ne l'avais fait depuis l'enfance, mes poumons brûlant d'air froid et mon esprit tourbillonnant d'implications que je ne pouvais pas entièrement assimiler. Bigfoot, Sasquatch, la créature des histoires, des blagues, des photos floues dont les gens débattaient dans les magazines et les émissions de fin de soirée. Il était réel, il était en train de mourir dans notre hangar et nous étions les seuls à pouvoir le sauver. J'ai attrapé le chauffage au kérosène, une brassée de vieilles couvertures pour chevaux de la sellerie, un thermos de café chaud qui était sur la cuisinière de la cuisine et toute la nourriture que je pouvais transporter. Quand je suis revenu au hangar, Dennis avait réussi à allumer le poêle à bois et la créature regardait les flammes avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Nous avons travaillé en silence pendant les heures qui ont suivi, alimentant les feux, apportant plus de couverture, offrant de l'eau et de la nourriture. La créature observait chacun de nos mouvements, mais elle n'a pas essayé de fuir ou d'attaquer. Elle semblait comprendre que nous l'aidions, que nous n'étions pas des menaces. En fin d'après-midi, ses tremblements avaient diminué et sa respiration s'était stabilisée. Il n'était plus en danger immédiat, même s'il était clairement encore faible. « On devrait le laisser se reposer, » dis-je à Dennis. « Revenir demain, s'assurer qu'il récupère. » Alors que nous nous dirigions vers la porte, la créature a émis un son qui nous a glacés sur place. C'était clairement intentionnel, clairement une communication, et quand nous nous sommes retournés, il était assis plus droit, nous regardant avec ses yeux intelligents. Il a touché sa poitrine avec une main massive et a émis un son. Il m'a fallu un moment pour le déchiffrer, pour le séparer du bruit de fond du vent et du crépitement du feu. Mais ensuite, je l'ai entendu. Barton. Dennis et moi nous sommes regardés, le même choc se reflétant sur nos deux visages. « Il nous dit son nom », a chuchoté Dennis, ou quelque chose qui y ressemble. J'ai touché ma propre poitrine. « Harold », dis-je. Puis j'ai désigné mon frère, Dennis. La créature, Barton, nous a regardés chacun à notre tour, tandis que nous prononcions nos noms. Puis son visage, si on peut l'appeler ainsi, a montré quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Comme s'il avait porté le poids d'être seul et inconnu, et que nous venions de reconnaître son existence d'une manière fondamentale. « On reviendra demain, dis-je. Repose-toi maintenant. » Il a émis un son qui aurait pu être un acquiescement, ou de la gratitude, ou simplement l'épuisement qui l'emportait enfin. Au moment où nous avons refermé la porte du hangar derrière nous, il se recroquevillait déjà sous les couvertures, laissant la chaleur s'infiltrer dans sa carcasse massive. En retournant à la maison, dans le crépuscule grandissant, Dennis et moi n'avons pas parlé. Il y avait trop de choses à digérer, trop de questions sans réponse. Mais je me souviens avoir pensé que quoi qu'il arrive ensuite,
Quoi que cette découverte signifie pour nos vies, nous avions fait un choix à ce moment-là. Nous avions choisi d'aider plutôt que d'exploiter, de protéger plutôt que d'exposer. Ce choix allait définir les 23 prochaines années de notre existence. Debout dans la grange, en octobre 1987, ce souvenir était aussi clair que s'il datait d'hier. Les années qui s'étaient écoulées avaient été remplies d'innombrables petits moments de confiance et de communication, à apporter de la nourriture et des provisions à la grotte de Barton, à apprendre ses coutumes et à lui enseigner certaines des nôtres. Il avait déménagé du hangar au réseau de grottes moins d'une semaine après sa guérison, trouvant un espace qui lui convenait mieux que les structures humaines, et nous lui rendions visite régulièrement depuis lors. Mais maintenant, avec des agents fédéraux à la lisière de notre propriété et des intentions inconnues motivant leur présence, je me demandais si tout ce que nous avions construit était sur le point de s'effondrer. J'ai attendu après minuit avant d'entreprendre la randonnée vers les grottes. Dennis est resté à la maison surveillant notre radio à ondes courtes au cas où j'aurais besoin d'aide, même si nous savions tous les deux que si quelque chose tournait mal à 3 miles dans la forêt, il ne pourrait pas faire grand-chose. Je portais une lampe de poche puissante, un sac à dos avec des provisions et le vieux fusil Remington de notre père. Pas pour Barton, jamais pour Barton, mais pour les cougars et les ours noirs qui rôdaient parfois sur notre territoire. La nuit d'octobre était fraîche et claire, avec assez de clair de lune pour s'orienter une fois que mes yeux se seraient habitués à l'obscurité. Le chemin vers les grottes était un que je pouvais parcourir en dormant. Passer le vieux cèdre que la foudre avait fendu en deux en 1972, de l'autre côté du ruisseau où nous avions construit un simple pont en bois, à travers l'épaisse forêt de Pruche qui marquait la frontière entre notre propriété et la forêt nationale au-delà. L'entrée de la grotte était cachée derrière une formation rocheuse couverte de mousse et de fougères, invisible à moins de savoir exactement où regarder. J'ai fait clignoter ma lampe 3 fois à l'entrée, notre signal convenu, et j'ai attendu. En quelques instants, j'ai entendu du mouvement à l'intérieur, puis Barton a émergé de l'obscurité. Il avait vieilli au fil des ans, comme nous tous. Plus de gris dans sa fourrure maintenant, surtout autour de son visage et de sa poitrine, et il se déplaçait avec un peu moins de fluidité qu'auparavant. Mais du haut de ses 2,30 m et pesant probablement dans les 270 kilos, il restait la présence physique la plus impressionnante que j'ai jamais rencontrée. « Barton », dis-je doucement, « on a un problème. » Il a incliné la tête, un geste que j'avais appris à reconnaître comme de l'attention et de l'inquiétude. En 2 décennies, nous avions développé un système de communication qui fonctionnait mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. Barton comprenait beaucoup d'anglais, même si son appareil vocal ne pouvait pas le reproduire de manière fiable. Et il nous avait appris certains de ses propres sons et gestes, assez pour que nous puissions avoir de véritables conversations sur des sujets importants. J'ai sorti le petit carnet que j'avais apporté et j'ai dessiné rapidement. Des bons hommes allumettes représentant des hommes, des véhicules, la zone générale où Dennis les avait repérés. Barton a regardé attentivement et j'ai vu sa posture changer immédiatement. Ses épaules se sont tendues, ses mains se sont crispées en poing, mais ce n'était pas de la peur que je voyais sur son visage. C'était quelque chose qui ressemblait presque à de la résignation, à de l'effroi. « Barton, est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet ?» ai-je demandé. « Sur la raison pour laquelle il pourrait être ici ?» Il a émis un son, bas et urgent, et m'a fait signe de le suivre plus profondément dans la grotte. C'était inhabituel. Durant toutes nos années d'amitié, Barton nous avait rarement invités au-delà de la première chambre. Les grottes plus profondes étaient son espace privé, son sanctuaire au sein du sanctuaire que nous lui avions fourni. Je l'ai suivi à travers un passage étroit qui s'ouvrait sur une chambre plus grande que je n'avais jamais vue. Le faisceau de ma lampe de poche a balayé les murs et j'ai retenu mon souffle.
Les murs étaient couverts de marques. Pas des éraflures aléatoires, mais des symboles et des dessins délibérés. Certains semblaient anciens, gravés profondément dans la pierre et polis par le temps. D'autres étaient de plus récents, clairement faits par Barton lui-même, au fil des années où il avait vécu ici. Les dessins montraient des silhouettes. Certaines étaient manifestement de son espèce, grandes, bipèdes, couvertes de poils. D'autres étaient humaines, plus petites et distinctes. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était le troisième type de silhouette. Elles ressemblaient à l'espèce de Barton, similaires dans leur structure de base, mais différentes sur des points cruciaux. Plus agressives dans leur posture, avec ce qui semblait être des armes ou des outils rudimentaires. Et dans plusieurs dessins, ces silhouettes agressives étaient montrées en train de chasser, d'attaquer, de détruire d'autres comme Barton. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je réussi à demander. « Qu'est-ce que tu me montres ?» Barton a désigné les silhouettes agressives, puis a émis une série de sons que je n'avais jamais entendus de lui auparavant, rudes, gutturaux, remplis de ce qui ne pouvait être que de la peur. Puis, il s'est désigné lui-même et a fait le geste que nous avions établi des années auparavant pour signifier se cacher ou fuir. « Tu te cachais d'eux » dis-je, les pièces du puzzle s'assemblant. « Pas des humains ? D'autres comme toi ? C'est pour ça que tu es venu ici en 64. C'est pour ça que tu es resté toutes ces années. » Barton a hoché la tête avec emphase. Puis, il a fait quelque chose qui m'a secoué jusqu'à la moelle. Il a désigné les dessins les plus récents sur le mur, des illustrations grossières mais claires, montrant des hommes avec du matériel et des véhicules. Et à côté d'eux, il avait dessiné ces silhouettes agressives. Ensemble, travaillant de concert. Tu es en train de dire que ces agents fédéraux travaillent avec ces autres créatures, celles que tu fuyais. Un autre hochement de tête, plus urgent cette fois. Barton s'est déplacé vers une autre section du mur où il avait dessiné ce qui ressemblait à une carte rudimentaire. J'ai reconnu la géographie générale, les chaînes de montagnes, les rivières, les zones côtières. Sur toute la carte se trouvaient des symboles qui auraient pu indiquer des territoires ou des lieux. La plupart étaient barrés, marqués de X. Seuls quelques-uns restaient intacts, et l'un d'eux semblait correspondre à l'emplacement de notre ranch. « Il te cherche spécifiquement, dis-je, la compréhension m'inondant. Il cherche depuis longtemps, et il se rapproche. » Barton a touché doucement le mur, passant sa main massive sur les anciennes gravures. Puis il a émis un son qui était indubitablement de la peine, une douleur qui remontait à des années que je ne pouvais imaginer. Il a désigné plusieurs silhouettes groupées dans l'une des plus anciennes gravures, puis a fait un geste ample à travers sa gorge. La mort, sa famille. Ces créatures agressives avaient tué sa famille, probablement des décennies auparavant. Et il fuyait depuis, de territoire en territoire, de cachette en cachette, gardant toujours une longueur d'avance sur des chasseurs humains et autres. Je suis resté là, dans cette chambre cachée, le poids de 23 ans d'ignorance s'abattant sur mes épaules comme un fardeau physique. Nous pensions protéger Barton des curieux et des chasseurs de trophées, des scientifiques qui voudraient l'enfermer et l'étudier. Nous n'avions aucune idée qu'il se cachait de quelque chose de bien plus dangereux. « Combien sont-ils » ai-je demandé. « Ces agressifs » Barton a levé les mains, montrant ses doigts plusieurs fois. Trop nombreux pour les compter facilement. Une population, pas seulement des individus dispersés. Et ils travaillent avec des humains? Pourquoi? Il s'est déplacé vers une autre section de dessin, montrant ce qui ressemblait à des échanges. Les silhouettes agressives donnant quelque chose aux humains, recevant quelque chose en retour. Un dessin montrait ce qui aurait pu être une créature capturée comme Barton, remise aux humains tandis que les silhouettes agressives se tenaient à proximité. Ils échangent des informations, dis-je, les implications me rendant malade. Ils aident les humains à trouver les tiens
et en retour ils obtiennent quelque chose. Un territoire, une protection, des ressources. Barton a émis un son d'affirmation. Puis il a désigné à nouveau l'entrée de la grotte, vers l'endroit où campaient ses agents fédéraux. Ils sont proches, de plus en plus proches. Et quand ils trouveront cet endroit, il n'a pas eu besoin de finir sa pensée. Je pouvais le voir dans sa posture, dans la façon dont il se déplaçait déjà vers les chambres plus profondes où il gardait des provisions en cache, des conteneurs d'eau, de la nourriture séchée, tout le nécessaire pour une longue période de clandestinité. Il avait déjà fait ça, de nombreuses fois. « Depuis combien de temps fuis-tu, Barton » ai-je demandé doucement. « Combien d'années » Il m'a regardé avec ses yeux sombres et intelligents et a fait un geste qui suggérait plus de temps que je ne pouvais facilement le concevoir. Des décennies, certainement. Peut-être toute sa vie. J'ai pensé à la créature effrayée que nous avions trouvée dans notre hangar en 1964 et j'ai réalisé qu'il était probablement déjà en fuite depuis des années avant que cette tempête hivernale ne le pousse à chercher refuge sur notre propriété. Nous lui avions offert 23 ans de paix relative, mais ce n'avait été qu'un sursis temporaire, pas une solution permanente. Et maintenant, ce qu'il fuyait l'avait enfin rattrapé. « Je dois y retourner, dis-je. Parler à Dennis. On va trouver une solution, Barton. On ne les laissera pas t'emmener. » Mais même en le disant, je me demandais ce que 2 éleveurs de moutons d'âge moyen pouvaient bien faire contre une opération fédérale organisée, soutenue par des créatures que nous ne comprenions pas. Barton m'a raccompagné jusqu'à l'entrée de la grotte. Avant que je ne parte, il a fait quelque chose qu'il n'avait fait qu'une poignée de fois au fil des ans. Il a posé sa main massive sur mon épaule, un geste de confiance et de gratitude qui ne manquait jamais de m'émouvoir. « On trouvera une solution, ai-je promis à nouveau. Reste juste caché, ne sors pas avant que l'un de nous ne donne le signal. » Le retour au ranch m'a semblé plus long que d'habitude, mon esprit bouillonnant de tout ce que j'avais appris. Quand j'ai enfin atteint la maison, j'ai trouvé Dennis dans la cuisine avec une cafetière fraîche et une expression qui me disait qu'il avait lui aussi des nouvelles. « Harold, on a de plus gros problèmes, » dit-il avant que je ne puisse parler. « J'ai capté quelque chose sur la radio à ondes courtes pendant que tu étais parti. Des fréquences militaires. Il ne faisait pas attention au cryptage et j'ai attrapé quelques fragments avant qu'il ne change de canal. Qu'as-tu entendu ?» Il m'a regardé d'un air sombre. « Spécimen, confinement et Harold, ils ont dit usage de la force létale autorisée. » Je me suis assis lourdement sur une des chaises de la cuisine. « C'est pire que ce qu'on pensait, Dennis. Bien pire. » Je lui ai tout raconté. Les dessins de la grotte, les créatures agressives, la chasse coordonnée entre elles et le gouvernement. Quand j'ai eu fini, Dennis avait l'air aussi secoué que moi. 23 ans, dit-il doucement. 23 ans qu'on le protège et on n'avait aucune idée de ce qu'il fuyait vraiment. On a besoin d'aide, dis-je. Quelqu'un avec de l'autorité, quelqu'un qui pourrait nous croire et intervenir. Qui ? Demanda Dennis, l'épuisement évident dans sa voix. Le shérif ? Il nous rirait au nez et nous signalerait probablement à ces types du fédéral. La presse ? Il traiterait ça comme une blague jusqu'à ce qu'il voie les preuves, et d'ici là, Barton serait capturé ou tué. J'y ai réfléchi, passant en revue tous ceux que nous connaissions, tous ceux qui pourraient avoir le pouvoir de faire une différence. Et puis un nom a refait surface, quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des années. « Tu te souviens de Caroline Ashford ?» ai-je demandé. Dennis a froncé les sourcils. La chercheuse en faune, celle qui a fait cette étude d'habitat en... C'était quand, 81 ? 79, ai-je corrigé. Elle était avec le service des forêts à l'époque. Elle faisait des relevés des écosystèmes de forêts anciennes. Elle a passé 3 semaines sur notre propriété à cataloguer les espèces et les conditions de l'habitat. Je me souviens qu'elle avait trouvé des traces inhabituelles, dit Dennis lentement.
Des grandes. Elle voulait enquêter davantage, installer des caméras, faire une véritable étude. Son supérieur l'a fait taire. Il lui avait dit de se concentrer sur le travail qui lui avait été assigné et d'oublier les anomalies. Je m'étais toujours demandé si ce supérieur savait quelque chose, si la suppression était délibérée plutôt que bureaucratique. Caroline avait été frustrée, je me souvenais. Elle m'avait montré les photos des traces avant de partir. Et il y avait eu quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'elle savait qu'elles étaient importantes. Mais elle était jeune à l'époque, juste au début de sa carrière, et elle n'était pas en position de s'opposer à ses supérieurs. Elle est toujours au service des forêts, dis-je, au bureau régional de Portland maintenant. J'ai vu son nom sur certains des documents de politique qui nous parviennent pour les zones sauvages adjacentes à notre propriété. Tu penses qu'elle aiderait, après toutes ces années? Je pense qu'elle n'a jamais oublié ses traces, et je pense qu'elle attend que quelqu'un lui donne une raison d'enquêter. Je me suis dirigé vers le téléphone sur le mur de la cuisine. Ça vaut le coup d'essayer, on est à court d'options. L'appel a mis une éternité à aboutir, passant par des standards et des systèmes automatisés, jusqu'à ce que j'atteigne enfin une voix humaine qui pouvait me transférer au bureau du docteur Ashford. Sa secrétaire était sceptique, mais a accepté de transmettre mon message. Dites-lui que c'est Harold Pembroke, de la propriété de Cascade Ridge, qu'elle a étudiée en 79. Dites-lui que c'est à propos des traces qu'elle a trouvées. Dites-lui que si elle ne vient pas bientôt, l'espèce responsable de ces traces pourrait ne plus exister très longtemps. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Monsieur, le docteur Ashford est très occupé. Dites-lui que c'est à propos de la chose que le service de la pêche et de la faune lui a dit d'oublier. Dites-lui que je peux prouver que c'est réel. » Une autre pause. Je m'assurerai qu'elle reçoive le message immédiatement. J'ai raccroché et j'ai regardé Dennis. Maintenant, on attend. Mais attendre n'était pas quelque chose que nous pouvions faire passivement. L'opération fédérale avançait et nous devions en savoir plus sur ce à quoi nous étions confrontés. « Je retourne là-haut demain, » dit Dennis. « Là où je les ai vus camper. Je dois m'approcher, voir ce qu'ils font vraiment. C'est dangereux. Je connais ces montagnes mieux que quiconque. Je peux rester caché. » Il a attrapé un appareil photo Polaroid sur l'étagère où nous le gardions pour documenter le bétail et le matériel. Si je peux obtenir des photos de leur installation, de leur personnel, n'importe quoi qui pourrait nous aider à comprendre l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire. Il avait raison. Le renseignement était crucial. Nous ne pouvions pas combattre ce que nous ne comprenions pas. Sois prudent, dis-je. Et Dennis, si tu vois quelque chose d'étrange, quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu attendrais d'une opération gouvernementale normale, je documenterai tout. Il est parti aux premières lueurs le lendemain matin, emmenant Dusty aussi loin que le terrain le permettait, puis continuant à pied. Je suis resté à la maison, surveillant la radio à ondes courtes et guettant la route d'accès pour tout signe de visiteur. À 11 heures du matin, la radio a crépité avec la voix de Dennis, basse et tendue. « Harold, tu es là? »« Je suis là. Qu'est-ce que tu as? »« Tu dois voir ça. Je suis au site de l'ancienne tour de guet, à environ 2 miles au nord-est de leur camp de base. Tu peux y arriver à pied? J'y serai dans 1 heure. » J'ai marché aussi vite que mes genoux vieillissants le permettaient, suivant des sentiers que je connaissais depuis l'enfance. Quand j'ai atteint l'ancienne tour de guet, abandonnée depuis longtemps, depuis que le service des forêts était passé à la surveillance aérienne, j'ai trouvé Dennis accroupi dans les broussailles, avec une vue dégagée sur une clairière en contrebas. Ce qu'il m'a montré a tout changé. Ce n'était pas un camp d'arpentage. Ce n'était même pas une opération fédérale standard. C'était tout autre chose. J'ai compté 5 grandes tentes en toile disposées en une formation précise, plusieurs véhicules, dont ce qui ressemblait à des transports de troupes blindés, du matériel de communication avec des antennes assez hautes pour dépasser la canopée, et au moins une douzaine d'hommes se déplaçant avec une efficacité militaire. Mais ce n'était pas le pire.
Au bord de la clairière, sécurisée dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un enclos renforcé, se trouvait une créature. Elle était similaire à Barton dans sa structure de base, bipède, massive, couverte de poils. Mais là où la couleur de Barton était gris brunâtre et son comportement doux, cette créature avait une fourrure plus foncée, presque noire, et dégageait une aura de menace. Même à cette distance, je pouvais voir l'agressivité dans sa posture, la façon dont elle arpentait le périmètre de son enclos comme un prédateur en cage, jaugeant ses gardiens. C'était l'un d'eux, un des agressifs des dessins de la grotte de Barton. « Il l'utilise comme pisteur, dis-je, la voix blanche. Regarde comment les hommes interagissent avec elle, dit Dennis, me tendant ses jumelles. À travers le grossissement, je pouvais voir plus clairement. L'enclos était fait d'acier lourd, renforcé par ce qui ressemblait à un treillis électrifié, un confinement professionnel pour quelque chose d'extrêmement dangereux. Mais les hommes ne traitaient pas la créature comme un prisonnier. Pendant que je regardais, l'un d'eux s'est approché de l'enclos en portant ce qui ressemblait à un quartier de venaison crue. Il ne montrait aucune peur, juste un respect professionnel pour quelque chose de puissant. Il a ouvert une fente dans la paroi de l'enclos, a passé la viande, et la créature l'a saisie immédiatement. Puis, l'homme a dit quelque chose, et la créature a répondu. Pas avec des sons aléatoires, mais avec une communication délibérée. Ils conversaient, ils ont une sorte d'arrangement, dis-je. Cette chose n'est pas un captif, c'est un partenaire. J'ai regardé un autre homme apporter quelque chose à l'enclos, des échantillons de tissu ou de poils. La créature les a reniflés attentivement, puis a fait une série de gestes que les hommes semblaient comprendre. Ils lui donnent des échantillons d'odeur, dit Dennis. Ils lui apprennent quoi pister, ou confirment ce qu'elle sait déjà. L'odeur de Barton. Ils allaient utiliser cette créature pour le pister à travers un terrain où les humains ne pouvaient pas facilement suivre. Dennis avait déjà pris plusieurs photos Polaroid, le vrombissement mécanique de l'appareil semblant incroyablement fort dans la forêt silencieuse. 6 clichés du camp, de la créature, de l'interaction entre le monstre et l'homme. « On doit rentrer », dis-je. « Prévenir Barton, réfléchir à notre prochaine action. » Nous étions à mi-chemin de la crête quand l'hélicoptère est apparu. Il est arrivé par-dessus la montagne depuis l'est, volant vite et bas, son projecteur balayant la canopée même en plein jour. Ils élargissaient leurs recherches, s'éloignant de leur camp de base, cherchant le moindre signe de leur proie. « Baisse-toi !» a sifflé Dennis, et nous nous sommes plaqués dans une dépression du sol, laissant les broussailles nous couvrir pendant que l'hélicoptère passait au-dessus. Ils n'attendent pas, dit Dennis quand il s'est éloigné. Quel que soit leur calendrier, ils accélèrent. Nous sommes retournés au ranch sans incident, mais nous y avons trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Des traces de pneus fraîches dans notre allée. Un grand véhicule, probablement un suburban du gouvernement, était venu jusqu'à la maison puis était reparti. Sur notre porche, coincée dans le cadre de la porte, se trouvait une carte de visite. Colonel Raymond Whitmore, département de l'Intérieur, division des opérations spéciales. Un numéro de téléphone était imprimé en dessous et au dos, écrit à l'encre bleue, un simple message « La coopération sera appréciée, l'ingérence sera poursuivie ». « Ils savent, dit Dennis. Ils savent qu'on est là, ils connaissent la disposition de la propriété, ils savent probablement qu'on les a observés. Et ils savent qu'on a eu des contacts avec Barton, ai-je ajouté. Peut-être pas toute l'étendue, mais assez pour se douter. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai froissé la carte dans mon poing. On le protège, comme on l'a toujours fait, mais il faut que cette aide arrive bientôt. Comme invoqué par mes paroles, le bruit d'un moteur est venu de la route d'accès. Un véhicule s'approchait, grimpant le chemin de gravier sinueux qui menait à notre propriété. Dennis et moi avons échangé un regard. Puis, nous nous sommes placés là où nous pouvions voir l'allée tout en restant partiellement dissimulés. Si c'était le colonel Whitmore, qui revenait avec des renforts, nous devions être prêts.
Mais le véhicule qui a émergé de la lisière des arbres n'était pas un Suburban du gouvernement. C'était un pick-up du service des forêts, éclaboussé de boue et bien usé. Et la femme qui en est sortie avait l'air d'avoir conduit toute la nuit. Caroline Ashford avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vue. Mais nous aussi. Elle avait la quarantaine maintenant, avec des cheveux bruns grisonnants tirés en une queue de cheval pratique et le teint buriné de quelqu'un qui passe plus de temps dehors que derrière un bureau. Ses yeux étaient vifs et alertes, malgré ce qui devait avoir été un trajet épuisant. « Monsieur Pembroke, dit-elle en s'avançant vers nous, la main tendue. Votre message était percutant. Dr Ashford, merci d'être venu. Je suis surpris que vous ayez fait si vite. J'ai quitté Portland dès que j'ai eu votre message. » Elle a regardé la propriété, les montagnes qui s'élevaient derrière nous. Les traces que j'ai trouvées en 79 m'ont hanté pendant 8 ans. Mon supérieur m'a dit de laisser tomber, d'oublier ce que j'avais vu, et je me suis toujours demandé pourquoi. Elle a croisé mon regard directement. Votre message suggérait que vous pourriez avoir des réponses. J'ai plus que des réponses, dis-je. J'ai des preuves. Mais, Dr Ashford, avant de vous montrer quoi que ce soit, je dois savoir, qu'êtes-vous prête à risquer? Elle n'a pas hésité. J'ai passé 8 ans à m'entendre dire que ce que j'avais vu n'était rien, que les preuves que j'avais recueillies n'étaient pas concluantes, que ma curiosité professionnelle était un handicap. Elle a jeté un coup d'œil aux montagnes. Si vous pouvez me montrer ce que je pense que vous allez me montrer, je suis prête à tout risquer. Je l'ai cru. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une soif de vérité qui avait été niée trop longtemps. Alors entrez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Au cours des 2 heures suivantes, nous avons tout montré à Caroline. Les photos Polaroid de la reconnaissance de Dennis, mes croquis des dessins de la grotte, la chronologie des événements remontant à 1964. Sa formation scientifique luttait visiblement avec son excitation alors qu'elle absorbait chaque nouvelle information. Vous avez eu des contacts avec l'une de ces créatures pendant 23 ans, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Un être vivant doué de conscience que la science ne reconnaît pas, et vous l'avez protégé tout ce temps. L'avons protégé, ai-je corrigé. Il s'appelle Barton. Et oui, nous lui avons offert un sanctuaire depuis que nous l'avons trouvé presque mort de froid dans notre hangar pendant une tempête d'hiver. Caroline a étudié les croquis que j'avais faits des dessins de la grotte. Mais ces autres silhouettes, les agressives, vous dites qu'elles sont de la même espèce, mais comportementalement distinctes? C'est ce que suggèrent les dessins de Barton. Son espèce et la leur, des populations séparées avec des natures très différentes. Les agressifs chassent son espèce depuis ce qui pourrait être des générations. Et maintenant, ils ont formé une sorte d'alliance avec des éléments du gouvernement américain. Elle s'est levée brusquement, arpentant la cuisine en traitant les implications. Si ce que vous dites est vrai, c'est la plus grande dissimulation de l'histoire moderne. Une espèce d'hominidé inconnue, peut-être plusieurs populations. Et le gouvernement non seulement le sait, mais participe activement à quoi? Un génocide? Nous ne connaissons pas toute l'étendue, dit Dennis, mais cette opération sur la crête nord, ils ne sont pas là pour une étude scientifique, ils chassent. Caroline a cessé d'arpenter la pièce. Je dois le voir. Barton, je dois documenter cela correctement, photos, mesures, observations comportementales. Si je peux déposer un rapport formel auprès du service des forêts, revendiquer la découverte d'une espèce non classifiée, ils l'enterreront, dis-je, de la même manière qu'ils ont enterré vos preuves de traces en 79. Peut-être, mais cela crée une trace écrite, une documentation officielle que j'ai fait la découverte, que je l'ai signalée par les voies appropriées. Si quelque chose se passe après ça, si Barton est blessé, cela devient un problème juridique, destruction non autorisée d'une espèce potentiellement menacée.
Denis avait l'air sceptique. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter une opération militaire? Ça pourrait les ralentir, nous faire gagner du temps pour trouver une meilleure solution. La mâchoire de Caroline était crispée de détermination. Au minimum, cela me place officiellement en opposition à ce qu'ils font. Si cela éclate un jour, si la vérité sort, il y aura une documentation montrant qu'au moins un employé fédéral a essayé de faire ce qui était juste. J'y ai pensé. Elle avait raison. La documentation comptait, même si elle ne pouvait pas arrêter la menace immédiate. 23 ans de secret avaient gardé Barton en sécurité, mais le secret n'allait plus fonctionner. Il était peut-être temps d'essayer quelque chose de différent. Nous vous emmènerons le voir ce soir, dis-je, après la tombée de la nuit. L'opération se concentre sur le secteur nord pour l'instant, donc nous devrions avoir une fenêtre. Caroline a hoché la tête. Alors, je dois me préparer. Préparer mon équipement, planifier les données que je devrais collecter. Elle a fait une pause. Et Monsieur Pembroke, Harold, si je peux me permettre, merci de m'avoir fait confiance, de l'avoir gardé en sécurité toutes ces années. Ne nous remerciez pas encore, ai-je répondu. Nous devons encore traverser les prochains jours sans que personne ne se fasse attraper ou tuer. Ce soir-là, alors que nous attendions l'obscurité totale, la radio à ondes courtes s'est animée avec du trafic militaire crypté. Les transmissions étaient brèves et codées, mais nous avons capté assez de fragments pour comprendre que la chasse s'accélérait. Ratissage de la grille, s'étendant au sud. Équipe de pistage signale un signal fort. Contact attendu dans les 48 heures. 48 heures. C'est tout ce que nous avions. Nous sommes partis pour les grottes à minuit, nous déplaçant tous les trois à travers la forêt, à la lueur des lampes de poche. Caroline portait un appareil photo professionnel avec un téléobjectif, un carnet d'observation et des sacs de collecte pour les échantillons biologiques. Elle se déplaçait sur le terrain avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé sa carrière dans les zones sauvages. J'ai donné le signal à l'entrée de la grotte et j'ai appelé. « Barton, c'est Harold. J'ai quelqu'un avec moi, une amie qui veut aider. S'il te plaît, fais-moi confiance. » Et le silence s'était étiré assez longtemps pour que je commence à m'inquiéter. Avait-il déjà fui? S'était-il enfoncé plus profondément dans les montagnes pour échapper à l'étau qui se resserrait? L'opération l'avait-elle trouvé avant nous? Puis j'ai entendu du mouvement à l'intérieur et Barton a émergé lentement dans les faisceaux de nos lampes de poche. Caroline a émis un petit son, un son à mi-chemin entre un hoquet de surprise et une prière. Même après tout ce que je lui avais dit, la réalité était écrasante. Barton se tenait là dans l'obscurité, sa silhouette massive se découpant sur le noir plus profond de l'entrée de la grotte, ses yeux reflétant nos lumières comme des miroirs sombres. « C'est réel », a-t-elle soufflé. « Tu es réel ». Barton a étudié cette nouvelle humaine avec une méfiance évidente. Je pouvais le voir l'évaluer, essayer de déterminer si elle était sûre, si ma confiance en elle était justifiée. « Barton », dis-je en utilisant notre cadence de communication familière. « Voici le docteur Ashford. C'est une scientifique qui veut te protéger. Elle peut t'aider, mais elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Elle a besoin de voir. » Pendant un long moment, Barton n'a pas bougé. Puis, lentement, il a fait le geste que j'avais espéré. Permission accordée. Puis-je approcher ? A demandé Caroline, s'adressant directement à lui. Je suis biologiste. J'étudie et je protège les espèces menacées. Je ne vous ferai aucun mal. Barton a incliné la tête au son de sa voix, puis s'est écarté, nous faisant de la place pour entrer dans la chambre extérieure de la grotte. C'était une invitation aussi claire que n'importe laquelle d'entre nous aurait pu l'espérer. À l'intérieur, Caroline a travaillé rapidement et professionnellement. Elle a photographié Barton sous plusieurs angles, tandis que Denis tenait un mètre ruban pour l'échelle. Elle a recueilli des échantillons de poils que Barton a arrachés de son propre bras et offert avec une douceur surprenante. Elle a documenté les dessins de la grotte, me demandant de traduire ce que Barton m'avait montré sur leur signification. Quand elle a eu recueilli tout ce dont elle avait besoin,
elle s'est tournée pour faire face directement à Barton. « Je comprends que vous êtes chassé depuis longtemps, dit-elle, que les créatures qui aident le gouvernement sont vos ennemis. Je veux que vous sachiez que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous protéger. Ce ne sera peut-être pas suffisant, mais je vais essayer. » Barton l'a regardé pendant un long moment, puis a émis un son que j'avais rarement entendu de lui. C'était doux, presque tendre, et cela portait ce qui semblait être de la gratitude. Nous chargions le matériel de Caroline pour le retour quand nous avons entendu les hélicoptères. 2 cette fois, leurs projecteurs balayant la forêt en motifs coordonnés. Ils étaient proches, plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. « Ils poussent vers le sud plus vite que prévu, » dit Dennis. « On doit bouger. » Nous n'avons pas couru. Cela aurait fait trop de bruit et attiré l'attention. Mais nous nous sommes déplacés aussi vite que la discrétion le permettait. Les hélicoptères sont passés au-dessus de nous 2 fois pendant que nous retournions au ranch, leur lumière fendant la canopée comme des doigts accusateurs. Au moment où nous avons atteint la maison, le visage de Caroline était empreint de détermination. « Je dois déposer ce rapport immédiatement, » dit-elle. « Ce soir, si je peux le faire entrer dans le système avant qu'ils n'intensifient leurs actions, cela pourrait nous donner un levier. » « Utilisez notre téléphone, ai-je offert. Passez tous les appels nécessaires. » Elle a passé l'heure suivante au téléphone avec divers contacts. Son bureau du service des forêts, le siège régional, un contact qu'elle avait au département de l'Intérieur qui, selon elle, lui devait une faveur. Quand elle a finalement raccroché, son expression était sombre, mais résolue. « J'ai déposé une notification formelle de découverte d'espèces auprès de 3 agences différentes, dit-elle. C'est dans le système maintenant. Ils ne peuvent pas prétendre que ça n'existe pas. Est-ce que ça les arrêtera? Probablement pas. Mais ça crée des complications. L'opération du colonel Whitmore doit maintenant tenir compte du fait qu'il y a une revendication scientifique officielle enregistrée. Si quelque chose arrive à Barton après ça, ils sont en violation des protocoles fédéraux sur les espèces menacées. Le téléphone a sonné avant que quiconque puisse répondre. J'ai décroché prudemment. Monsieur Pembroke. La voix à l'autre bout du fil était sèche et professionnelle. Ici le colonel Raymond Whitmore. Je crois que vous avez interféré dans une affaire de sécurité nationale. J'ai regardé Caroline et Dennis, puis j'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour qu'ils puissent t'entendre. Colonel, je reconnais votre nom sur la carte de visite que vous avez laissée sur mon porche. Alors, vous savez que c'est sérieux. J'ai été informé qu'une chercheuse du service des forêts a déposé des revendications de découverte basées sur des preuves recueillies sur votre propriété. Je vous appelle pour vous aviser qu'il s'agit d'une affaire fédérale qui prime sur les réglementations habituelles sur la faune. Caroline s'est penchée vers le téléphone. Colonel, ici le docteur Caroline Ashford. J'ai déposé ces revendications sur la base de preuves scientifiques légitimes, à moins que vous ne prétendiez avoir l'autorité de passer outre la loi sur les espèces menacées. Docteur Ashford. La voix de Whitmore s'est refroidie de plusieurs degrés. Je suis au courant de votre dépôt. Je suis également conscient que vous avez eu des questions sur certaines affaires depuis 1979, des questions que vos supérieurs vous ont sagement conseillé de laisser tomber. Ces traces étaient des preuves réelles, a répondu Caroline d'une voix égale. Tout comme les preuves que j'ai recueillies ce soir. Vous ne pouvez pas supprimer indéfiniment une découverte scientifique légitime. Ah non? Il y avait quelque chose de presque amusé dans le ton de Whitmore. Dr Ashford, Harold, Dennis, laissez-moi vous expliquer quelque chose. La créature que vous protégez n'est pas ce que vous pensez. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que votre ami Barton, comme vous l'appelez, n'est pas une victime innocente chassée par des parents agressifs. C'est un prédateur, un tueur. Et vous l'avez abrité sur votre propriété pendant plus de 2 décennies. Les mots ont frappé comme un coup physique. Ce n'est pas possible, dis-je. Barton ne ferait jamais... Non,
Alors expliquez les corps que nous avons trouvés dans ces réseaux de grottes. Des restes humains d'au moins 5 individus différents, certains datant de plusieurs décennies. Des randonneurs, des campeurs, des gens qui se sont aventurés trop loin dans la nature et ne sont jamais revenus. Tous avec des blessures compatibles avec une attaque par quelque chose de grand et d'extrêmement puissant. Dennis m'a attrapé le bras, le visage pâle. Harold, la créature que vous protégez n'est pas une victime, a poursuivi Whitmore. C'est un tueur en série, la population agressive que vous pensez le chasser. Ils essaient en fait de faire la police parmi les leurs, d'arrêter les individus dangereux avant qu'ils ne fassent plus de mal aux humains. Ils nous aident depuis des années à traquer des prédateurs comme Barton et à les contenir. J'ai pensé au dessin de la grotte, aux silhouettes que j'avais interprétées comme des agresseurs et des victimes. Avais-je tout compris à l'envers? Barton m'avait-il montré ses crimes plutôt que sa persécution? Vous mentez, dis-je, mais ma voix manquait de conviction. Vraiment? Pensez-y, Harold. Il y a 23 ans, votre créature est apparue sur votre propriété juste après la disparition d'un groupe de randonneurs sur les sentiers au nord d'ici. 3 étudiants de Seattle jamais retrouvés. C'était en novembre 1964. Ça vous dit quelque chose? Oui, le timing était parfait, juste après la tempête d'hiver où nous avions trouvé Barton. La créature avait besoin d'un endroit pour se cacher après ces meurtres, a dit Whitmore. Votre propriété isolée était parfaite, et vous lui avez donné exactement ce dont il avait besoin. Nourriture, abri, protection contre la découverte. Vous avez été complice de meurtre pendant 2 décennies, messieurs. Vous ne le saviez tout simplement pas. Caroline s'est avancée. Colonel, si vous avez des preuves de cela, de véritables preuves, nous devons les voir. Je serais heureux de partager ce que nous avons trouvé. Mais d'abord, vous devez vous retirer. Cessez d'interférer avec notre opération. Laissez-nous faire ce qui doit être fait pour protéger des innocents d'un prédateur dangereux. J'ai retrouvé ma voix. Et si nous ne le faisons pas? Alors vous serez accusé de complicité après les faits pour de multiples homicides. Vous avez abrité un tueur, monsieur Pembroke. Les tribunaux ne verront pas cela d'un bon œil, quelles que soient vos intentions. La ligne est devenue silencieuse. Nous sommes restés en silence pendant un long moment, le poids des accusations de Whitmore pesant sur nous. Ce n'est pas vrai, dis-je finalement. Ça ne peut pas être vrai. Harold, la voix de Dennis était prudente. Nous devons envisager la possibilité. Non, je l'ai coupé. 23 ans, Dennis. 23 ans d'interaction, de communication, de confiance. Si Barton était un tueur, s'il était dangereux, nous l'aurions su. Il l'aurait montré. Caroline regardait les photos Polaroid étalées sur la table. Il a raison sur une chose, dit-elle lentement. Le moment de l'arrivée de Barton correspond à plusieurs disparitions dans la région. J'ai vu les dossiers. Des randonneurs qui sont allés dans ces montagnes et ne sont jamais revenus. Ça ne veut pas dire... Non, en effet. Elle a croisé mon regard. Mais nous devons vérifier. Nous devons voir les preuves que Whitmore prétend avoir. Ou nous devons trouver nos propres réponses. Nous devons retourner dans cette chambre de la grotte, celle avec les dessins. Regardez plus attentivement ce qui s'y trouve. Je ne voulais pas. Chaque instinct de mon corps répugnait à l'idée de trouver des preuves que mon ami de 23 ans était un monstre. Mais Caroline avait raison. Nous ne pouvions pas défendre Barton si nous ne connaissions pas nous-mêmes la vérité. Ce soir, dis-je. Nous y retournons ce soir et nous regardons tout. Les dessins, les chambres plus profondes, tout. Et quoi que nous trouvions, nous y ferons face. La randonnée vers les grottes m'a semblé différente cette fois. Les mêmes sentiers que j'avais parcourus des centaines de fois semblaient maintenant menaçants. Les ombres plus profondes, les sons plus sinistres. Je n'arrêtais pas de penser aux mots de Whitmore, au corps qu'il prétendait avoir trouvé, à la possibilité que j'ai été aveugle,
à quelque chose de terrible pendant plus de 2 décennies. Barton n'était pas à l'entrée de la grotte quand nous sommes arrivés. J'ai donné le signal, je l'ai appelé, mais je n'ai reçu aucune réponse. Avait-il fui? L'opération l'avait-elle trouvé pendant que nous traitions l'appel de Whitmore? Nous sommes entrés sans lui, nous enfonçant plus profondément dans le réseau de grottes que nous ne l'avions fait auparavant. Passer la chambre avec les dessins dans des passages qui tournaient, se rétrécissaient et s'ouvraient sur des espaces que je n'avais jamais explorés. Et puis, nous les avons trouvés. Pas des corps, et pas les preuves de meurtre que Whitmore avait décrites, mais quelque chose qui racontait une histoire entièrement différente. La chambre était arrangée de manière presque révérencieuse, avec une organisation soignée qui parlait d'intention plutôt que de dissimulation. Des objets personnels étaient disposés en groupes, sacs à dos, vêtements et petits objets, chaque collection séparée des autres, chacune avec des figurines en bois sculptées placées à côté. « Ce n'est pas une salle des trophées », dit Caroline, la voix basse. « C'est un mémorial. » Elle avait raison. Je pouvais le voir maintenant qu'elle l'avait nommé. Les objets n'étaient pas dispersés ou endommagés. Ils étaient préservés, protégés des éléments et de la décomposition. Et à côté de chaque collection, gravée dans la paroi de la grotte, il y avait des noms. Des approximations phonétiques, la façon dont quelqu'un pourrait écrire un mot s'il ne l'avait qu'entendu. Jenny, Michael, Rebecca. Il ne les a pas tués, dis-je, la compréhension m'inondant. Il les a trouvés. Des gens qui sont morts dans la nature, d'exposition, d'accidents, de chutes. Il a trouvé leur corps et a apporté leurs affaires ici. Il essayait de leur rendre hommage. Caroline photographiait tout, documentant l'arrangement avec une précision professionnelle. C'est un comportement de deuil, le chagrin exprimé par la préservation de la mémoire. Ce ne sont pas les actions d'un prédateur. Dennis s'était déplacé vers une autre partie de la chambre, où des objets plus anciens étaient entreposés. Certains d'entre eux semblent dater de plusieurs décennies, dit-il, avant même qu'on le rencontre. Il fait ça depuis des années. Peut-être toute sa vie, dis-je, recueillant les souvenirs des gens qui sont morts sur son territoire, leur donnant une sorte de permanence. Un bruit derrière nous a tous fait nous retourner. Barton se tenait à l'entrée de la chambre, sa forme massive rétro-éclairée par le reflet de nos lampes de poche sur les parois de la grotte. Il nous a regardé les mémoriaux que nous examinions et a émis un son que je n'avais jamais entendu de lui. C'était un son de deuil, de chagrin et en quelque sorte de honte, comme si nous nous étions immiscés dans quelque chose de profondément privé. « Barton, dis-je doucement, ces gens, ceux que tu as commémorés ici, tu les as trouvés après qu'ils soient déjà morts ?» Il a hoché la tête lentement, puis s'est dirigé vers l'un des plus anciens mémoriaux. Il a touché les objets avec une révérence prudente, puis a fait des gestes que je pouvais interpréter. Froid, tempête, trouvé trop tard, pas pu sauver. Il avait essayé de les aider, ai-je réalisé, trouvant des randonneurs perdus, essayant de les sauver, et arrivant trop tard plus souvent qu'à son tour. Le mémorial n'était pas la preuve de ses crimes. C'était la preuve de ses échecs, de son chagrin pour les gens qu'il n'avait pas pu secourir. Whitmore a menti, dit Dennis. Ou il a mal interprété les preuves. Il a vu ce qu'il s'attendait à voir, au lieu de ce qui était réellement là. Ou il a menti délibérément, a ajouté Caroline, pour justifier l'opération, pour maintenir le programme. Si l'espèce de Barton n'est en fait pas dangereuse, s'ils ne sont pas des prédateurs, alors toute la raison d'être de leur chasse s'effondre. Nous devions documenter cela et le partager, des preuves qui contredisaient le récit de Whitmore. Mais alors que nous nous préparions à quitter la chambre du mémorial, le bruit des hélicoptères a rempli l'air, plus proche qu'il ne l'avait jamais été. Ils ont trouvé le réseau de grottes, dis-je. Nous n'avons plus de temps. Nous nous sommes précipités à travers les passages, Barton nous guidant par des chemins que je n'avais jamais connus.
Il connaissait ce réseau de grottes mieux que quiconque, connaissait des sentiers cachés et des sorties secondaires que l'opération n'avait peut-être pas encore découverts. Nous avons émergé dans la forêt à environ un demi-mile de l'entrée principale, juste au moment où des projecteurs commençaient à balayer le flanc de la montagne. À travers les arbres, je pouvais voir des silhouettes se diriger vers les grottes, des soldats armés et, se déplaçant parmi eux, une forme qui n'était certainement pas humaine. Ils avaient amené leur pisteur. La créature agressive de l'enclos, lâchée maintenant pour suivre l'odeur de Barton. Nous avons couru. Il n'y avait pas d'autre option. Barton nous a conduits à travers un terrain qui aurait été impraticable de jour, sans parler de l'obscurité d'une nuit en montagne. Il connaissait chaque rocher, chaque tronc d'arbre tombé, chaque traversée de ruisseau. Il avait passé des décennies à cartographier cette nature sauvage, à l'apprendre d'une manière que nous ne pourrions jamais. Derrière nous, je pouvais entendre la poursuite, des voix criant des coordonnées, le vrombissement des rotors d'hélicoptères, et sous tout cela, un son qui m'a glacé le sang. L'appel de chasse de la créature agressive, un hurlement qui ne ressemblait en rien au son doux que faisait Barton. Caroline a trébuché sur une racine et j'ai attrapé son bras, la relevant. « Combien de temps pouvons-nous continuer à courir » a-t-elle haleté. « Pas assez longtemps » a répondu Dennis d'un air sombre. Barton a pris une décision à ce moment-là. Il s'est arrêté au bord d'un ravin escarpé, nous a regardés tous les trois et a fait un geste urgent. « Partez, cachez-vous, il attirerait la poursuite loin de nous. »« Non, dis-je, on ne te laisse pas. » Il a de nouveau émis ce son de deuil, celui de la chambre du mémorial. Puis il a touché mon épaule, ce geste que nous partagions depuis 23 ans, et s'est détourné. Barton. Mais il était déjà parti, s'écrasant à travers les broussailles avec un bruit délibéré, attirant l'attention des chercheurs loin de l'endroit où nous nous tenions. « On ne peut pas le laisser partir comme ça », dit Dennis. « Harold, on doit faire quelque chose. » « Il nous donne une chance, » dit Caroline doucement, « de sortir les preuves, de dire la vérité. » Elle a levé son appareil photo. « J'ai la documentation de la chambre du mémorial, une preuve qui contredit le récit de Whitmore. Si nous pouvons faire parvenir ça aux bonnes personnes, à la presse, si nécessaire. » J'ai regardé les projecteurs s'éloigner de notre position, suivant la retraite de Barton. Il nous achetait du temps avec sa liberté, peut-être avec sa vie. « Allons-y, dis-je. Faisons en sorte que son sacrifice serve à quelque chose. » Nous sommes revenus au ranch à l'aube, épuisés et couverts de boue, mais vivants. Caroline s'est immédiatement mise au travail, développant ses photos à l'aide d'un kit portable qu'elle avait apporté, préparant sa documentation pour la distribution. J'envoie des copies à tous les médias auxquels je peux penser, dit-elle. Le Seattle Times, le Portland Oregonian, les réseaux nationaux. Avec mon évaluation scientifique et une plainte formelle contre la division des opérations spéciales du département de l'Intérieur. Croiront-ils à ça ? A demandé Dennis. Certains oui, d'autres non. Mais une fois que ce sera sorti, ils ne pourront plus le faire disparaître. Les gens commenceront à poser des questions. Et si assez de gens posent assez de questions? Le téléphone a sonné, la coupant. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. « Monsieur Pembroke, c'était Whitmore, sa voix portant une nouvelle tension. Votre ami nous a mené une sacrée course-poursuite la nuit dernière. Une navigation de terrain très impressionnante pour une créature que vous prétendiez douce et intelligente. »« Où est-il » ai-je exigé. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Il est confiné, pour l'instant. » Whitmore a fait une pause. Mais voici la chose intéressante. Quand nous l'avons finalement acculé, il ne s'est pas battu. Notre spécialiste du pistage était prêt pour une bataille. C'est généralement comme ça que ces captures se déroulent. Mais votre Barton s'est juste arrêté, rendu. Parce que ce n'est pas un tueur, dis-je. Parce que tout ce que vous nous avez dit était un mensonge. Vraiment ? Une autre pause. Nous avons examiné cette chambre du mémorial que votre scientifique a documentée.
Collection intéressante. J'admets que cela soulève quelques questions sur nos hypothèses précédentes. Alors, laissez-le partir. Ce n'est pas si simple, monsieur Pembroke. L'opération a des protocoles, une chaîne de commandement. Je ne peux pas simplement relâcher une créature que nous chassons depuis des années sur la base des preuves d'une seule nuit. Alors quoi? Vous allez le tuer? Étouffer cette affaire comme vous avez étouffé tout le reste? Whitmore est resté silencieux pendant un long moment. « Je fais ce travail depuis 15 ans, a-t-il dit finalement. Contenir des menaces, protéger le public de choses qu'il n'est pas prêt à savoir. Mais j'ai toujours cru que nous faisions ce qui était juste, que les créatures avec lesquelles nous travaillons nous aidaient à prévenir le mal, pas à le perpétuer. Et maintenant ? Maintenant, je ne suis plus sûr. La chambre du mémorial, les photos que votre scientifique a prises, les observations comportementales de la capture, elles ne correspondent pas au profil que nous ont donné nos partenaires agressifs. Il a soupiré. « Monsieur Pembroke, je vais faire quelque chose qui pourrait mettre fin à ma carrière. Je vais retarder l'ordre d'exécution de 48 heures. C'est le temps que vous avez pour fournir des preuves alternatives, une documentation qui soutient vos affirmations sur la nature de Barton. 48 heures. Et je veux rencontrer votre scientifique. Examiner ses conclusions directement. Si elle peut me convaincre que nous nous sommes trompés, que notre partenariat avec la population agressive était basé sur de fausses prémices, je remonterai l'information. Je ne peux rien promettre, mais j'essaierai. Ce n'était pas grand-chose, ce n'était pas assez, mais c'était plus que ce que nous avions 1 heure auparavant. Le docteur Ashford vous rencontrera, dis-je, aujourd'hui, où vous voulez. Mon camp de base, dans 2 heures, elle vient seule. Caroline rassemblait déjà ses affaires quand j'ai raccroché. J'ai entendu, dit-elle. C'est un risque, ça pourrait être un piège. Ça pourrait, ai-je convenu. Mais s'il y a la moindre chance de sauver Barton, alors je dois la prendre. Elle a hoché la tête. D'ailleurs, si Whitmore voulait nous voir morts ou arrêtés, il en a eu de nombreuses occasions. Le fait qu'il soit prêt à parler suggère que quelque chose a changé. Elle est partie 1 heure plus tard, conduisant sur les routes de montagne vers le campement militaire. Dennis et moi sommes restés au ranch, à regarder et à attendre, incapables de faire autre chose qu'espérer. La réunion a duré 6 heures. Quand Caroline est finalement revenue, le soleil se couchait et son visage montrait l'épuisement de quelqu'un qui s'était battu pour sa vie. « Alors ?» a demandé Dennis. Elle s'est assise lourdement à la table de la cuisine. Whitmore a tout examiné. Les photos, mon analyse, l'évaluation scientifique du comportement de deuil. Il m'a aussi montré ce qu'ils avaient trouvé dans les grottes plus profondes, les preuves qu'ils utilisaient pour justifier la chasse. Et c'est ambigu. Il y a des restes humains dans ces grottes. Cette partie était vraie. Mais ils sont anciens, certains très anciens, et il n'y a aucune preuve définitive de violence. Ils pourraient être des victimes de Barton, ou ce pourraient être des morts naturelles dont il a été témoin ou qu'il a découvertes, sans analyse médico-légale, qu'ils n'ont jamais faite. Il n'y a aucun moyen de savoir. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Caroline a sorti un document de son sac. Whitmore a signé un sursis à exécution, 48 heures étendues à 30 jours pendant qu'ils effectuent une analyse appropriée. Il a également accepté de remettre en question leur partenariat avec la population agressive, d'enquêter pour savoir s'ils ont été manipulés pour chasser les mauvaises créatures. C'est plus que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. Ce n'est pas un monstre, a dit Caroline. C'est un soldat qui a reçu de mauvais renseignements. Une fois qu'il a commencé à remettre en question la source de ces renseignements, elle a haussé les épaules. Les gens peuvent changer d'avis quand on leur présente des preuves. Et Barton, où est-il? Toujours confiné, mais ils l'ont déplacé dans une installation plus confortable. Whitmore traite cela comme une garde à vue préventive plutôt qu'un emprisonnement. Du moins pour l'instant. On peut le voir? Caroline a hoché la tête.
Demain, Whitmore a accepté une visite supervisée. Il veut observer comment Barton interagit avec les gens en qui il a confiance, le comparer aux profils comportementaux qu'ils ont développés à partir de la population agressive. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, une tension que je portais depuis le premier appel de Whitmore. Ce n'était pas une résolution, pas encore, mais c'était de l'espoir. Le lendemain matin, nous nous sommes rendus au camp de base militaire pour la première fois, en tant qu'invité plutôt qu'en tant que cible de surveillance. La transformation était déconcertante, les mêmes tentes et équipements semblant maintenant moins menaçants quand nous ne les regardions pas à travers des jumelles depuis une crête lointaine. Whitmore nous a accueillis au périmètre. Il était plus petit que ce que j'avais imaginé d'après sa voix, avec des cheveux gris coupés courts et des yeux qui en avaient trop vu pour être facilement surpris. « Monsieur Pembroke, Dr. Ashford », dit-il en nous serrant la main, « je veux que vous compreniez quelque chose avant d'entrer. Ce que je fais ici, vous donner accès, remettre en question l'opération, ce n'est pas le protocole standard. Si ça tourne mal, si votre créature s'avère être exactement ce que nous pensions, ma carrière est terminée et vous ferez tous face à des accusations fédérales. » « Nous comprenons, dis-je. « Vraiment ?» Il a étudié mon visage. 23 ans, c'est long pour faire confiance à quelque chose. J'ai vu des hommes trahis par des sources en qui ils avaient confiance depuis moins longtemps. Qu'est-ce qui vous rend si certain à propos de cette créature ? J'ai réfléchi à la façon de répondre. Parce qu'il m'a sauvé la vie une fois, dis-je finalement. Hiver 71, je suis tombé à travers la glace sur le ruisseau nord. Je n'arrivais pas à me sortir de là. Le froid paralysait mon corps et j'étais sur le point de me noyer dans un mètre d'eau. Barton m'a trouvé. Il m'a sorti, m'a ramené à la maison, a allumé le feu lui-même parce que Dennis n'était pas là. Il aurait pu me laisser mourir. Personne ne l'aurait su. Au lieu de ça, il a passé 4 heures à s'assurer que je survive. Whitmore a absorbé cela. Et vous n'en avez jamais parlé à personne ? Qui nous aurait cru ? Le shérif du comté ? Les journaux ? On se serait moqué de nous ou on nous aurait enfermés. Alors on s'est tu et on a continué à le protéger. Il a hoché la tête lentement. Allons-y, allons voir votre ami. Ils avaient installé une zone de confinement dans l'une des plus grandes tentes, mais ce n'était pas la cellule de prison que j'avais crainte. L'espace était meublé de couvertures et d'eau, même de certains des fruits et légumes séchés que nous apportions à Barton depuis des années. Il était assis au centre de l'espace, observant l'entrée avec ses yeux intelligents. Quand il m'a vu, il a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Quelque chose entre le soulagement, la salutation et une question. « Je suis là, Barton », dis-je, m'approchant lentement sous le regard de Whitmore qui observait chaque mouvement. « Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. » Barton s'est levé, sa pleine hauteur faisant paraître la tente plus petite qu'elle ne l'était, et s'est approché de la barrière qui nous séparait. Sa main s'est levée pour toucher mon épaule à travers le treillis. « Ce geste ?» dit Whitmore doucement. « Qu'est-ce que ça signifie ?»« La confiance, dis-je. La gratitude, quelque chose comme de l'amour peut-être si les créatures comme lui ressentent l'amour comme nous. Nous l'avons développé au fil des ans. C'est sa façon de dire « je suis content que tu sois là ». Whitmore est resté silencieux un long moment, observant l'interaction. L'analyse du docteur Ashford suggère que son espèce forme des liens sociaux profonds, que le comportement de deuil que vous avez observé s'étend aux humains qu'il considère comme faisant partie de son groupe. C'est exact, a confirmé Caroline. La chambre du mémorial ne consistait pas à collectionner des trophées. Il s'agissait de préserver des liens. Chaque objet représentait quelqu'un que Barton a essayé de sauver ou aurait souhaité pouvoir sauver. « Et la population agressive ?» ai-je demandé. « Quelle est votre analyse à leur sujet ?» L'expression de Whitmore s'est assombrie. Nous commençons à remettre en question tout ce qu'ils nous ont dit. Le partenariat a commencé à la fin des années 50.
lors de notre premier contact. Ils nous ont convaincus qu'ils étaient la branche civilisée de l'espèce, que les créatures comme Barton étaient des dégénérés dangereux qui devaient être éliminés. Mais plus nous enquêtons, plus les preuves suggèrent qu'ils nous ont utilisés. Utilisés comment? Pour éliminer la concurrence. La population douce, l'espèce de Barton, ils sont en compétition pour le même territoire, les mêmes ressources. En nous convainquant de les chasser, les agressifs ont systématiquement éliminé leurs rivaux, sans avoir à faire le travail dangereux eux-mêmes. Un génocide par procuration, dit Caroline d'un air sombre. Whitmore a hoché la tête. Nous avons été manipulés, et j'ai l'intention d'y mettre un terme, mais j'ai besoin de preuves, des preuves solides, irréfutables, qui peuvent convaincre mes supérieurs de mettre fin au programme de partenariat. Quel genre de preuves? Des études comportementales comparatives, la documentation de la tromperie de la population agressive et le témoignage de quelqu'un qui a eu un contact à long terme avec un individu doux. Il m'a regardé. Vos 23 ans d'observation pourraient être la clé pour mettre fin à cela. Je vous dirai tout, dis-je. Chaque interaction, chaque comportement, tout ce dont j'ai été témoin. Mais d'abord, je dois savoir que Barton sera en sécurité, que quoi qu'il arrive avec votre enquête, il ne sera pas blessé. Whitmore a réfléchi. Je ne peux pas le promettre. Il y a trop de variables, trop de gens impliqués qui croient encore à l'ancien récit. Mais je peux promettre que je me battrai pour lui, que je présenterai vos preuves au plus haut niveau et que je plaiderai pour la protection plutôt que l'élimination. Ce n'était pas tout ce que je voulais, mais c'était quelque chose. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai passé des heures chaque jour avec Whitmore et son équipe, racontant chaque interaction significative que j'avais eue avec Barton en 23 ans. La fois où il avait trouvé un randonneur perdu et l'avait ramené sur le sentier. L'hiver où il nous avait aidés à réparer le toit d'une grange effondrée en tenant des poutres que nous n'aurions pas pu soulever nous-mêmes. Les innombrables petits moments de communication et de compréhension qui avaient construit notre amitié. Caroline a tout analysé scientifiquement, comparant les comportements de Barton à ce que l'on savait de la population agressive. Les contrastes étaient frappants. Là où Barton cherchait la connexion et la coopération, il démontrait la domination et l'agression territoriale. Là où Barton pleurait les morts, il ne montrait aucun signe d'empathie ou de chagrin. Les preuves sont accablantes, a-t-elle dit à Whitmore lors d'un de nos briefings quotidiens. Ce sont 2 populations fondamentalement différentes, avec des profils comportementaux opposés. Vos partenaires vous mentent depuis le début. Whitmore constituait son dossier, préparant un rapport pour ses supérieurs qui remettrait en question des décennies de protocoles établis. Mais alors même que la vérité émergeait, le danger se rapprochait. La population agressive savait que quelque chose n'allait pas. Leurs pisteurs étaient confinés depuis la capture de Barton et ils posaient des questions. Whitmore les avait repoussés avec des explications sur les protocoles de vérification. Mais ils devenaient méfiants. Ils exigent l'accès à Barton, nous a dit Whitmore un soir. Ils disent qu'ils doivent confirmer qu'il est correctement confiné. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est s'assurer que nous prévoyons toujours de l'éliminer. Que se passe-t-il si vous refusez? Alors ils sauront que nous avons changé de camp et nous perdrons tout élément de surprise que nous aurions pu avoir. La confrontation a eu lieu 3 jours plus tard. Elle a commencé par une alarme provenant de la zone de confinement. Dennis et moi étions au ranch quand l'appel radio de Whitmore est arrivé, sa voix tendue d'urgence. Ils ont franchi le périmètre. 3 d'entre eux, y compris le pisteur. Ils se dirigent vers la tente de Barton. Nous avons conduit jusqu'au camp de base plus vite que les routes n'auraient dû le permettre, arrivant pour trouver le chaos. Des soldats couraient entre les tentes, criant des ordres. Des coups de feu crépitaient quelque part au nord. Whitmore nous a accueillis à la tente de commandement.
Ils ont maîtrisé les gardes. Ils sont dans la zone de confinement de Barton. Non, j'ai couru sans penser au danger, sans considérer ce que je pouvais bien faire contre des créatures 2 fois ma taille. Tout ce que je savais, c'est que mon ami était en danger et que je ne pouvais pas l'abandonner à nouveau. La tente de confinement était déchirée quand je l'ai atteinte. À l'intérieur, Barton était adossé au mur du fond, 3 silhouettes massives se rapprochant de lui. Le pisteur que j'avais vu à travers les jumelles menait l'assaut, sa fourrure sombre, hérissée d'agressivité, sa posture indubitablement prédatrice. Il a émis un son en entrant, un aboiement rauque qui aurait pu être une moquerie ou un défi. Puis il a parlé, pas en anglais mais dans quelque chose d'assez proche pour que je comprenne le sens. 23 ans à se cacher avec des humains. Pathétique, faible. Votre espèce sera effacée. Aurait dû l'être il y a longtemps. Barton a répondu par un son que je n'avais jamais entendu de lui. C'était un son de défi, de colère, rien à voir avec ses vocalisations douces habituelles. Il se défendait ses choix, nous défendait. Le pisteur a bondi. Ce qui s'est passé ensuite est gravé dans ma mémoire avec une clarté parfaite. Barton a bougé avec une vitesse que je n'aurais pas cru possible, esquivant l'attaque et saisissant le bras du pisteur. Pendant un instant, ils se sont empoignés, 2 êtres massifs testant leur force mutuelle. Puis Barton a fait quelque chose qui a figé le pisteur. Il n'a pas attaqué. Il n'a pas riposté avec violence. Au lieu de cela, il a touché le visage du pisteur avec sa main libre et a émis un son indubitablement compatissant. C'était un geste de connexion, de pardon, de la croyance que même cette créature agressive pouvait être atteinte, pouvait être changée, pouvait choisir un chemin différent. Le pisteur l'a regardé fixement, la confusion remplaçant l'agressivité. Pendant un long moment, tout a été en suspens. Puis les soldats de Whitmore ont fait irruption à travers la paroi déchirée de la tente, armes levées, et le charme a été rompu. Le pisteur s'est retiré, émettant un son de fureur et de frustration. Les 2 autres créatures agressives l'ont attrapé, le tirant en arrière, et en quelques secondes, ils étaient partis, disparaissant dans la forêt nocturne avec une vitesse qui rendait toute poursuite impossible. Je me suis retrouvé à genoux à côté de Barton, qui s'était affalé contre le mur de la tente, épuisé. « Tu ne l'as pas combattu, dis-je. Tu as essayé de l'atteindre à la place. » Barton a de nouveau émis ce son de deuil, celui de la chambre du mémorial. Mais cette fois, il portait autre chose, de l'espoir peut-être, ou la foi que même les ennemis pouvaient devenir quelque chose de meilleur. Whitmore est apparu à nos côtés, son visage montrant la tension des événements de la nuit. « C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu, dit-il doucement. J'observe ces créatures depuis 15 ans. Je n'en ai jamais vu une seule faire preuve de pitié, et je n'ai jamais vu un des agressifs hésiter comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je demandé. Je pense que ça veut dire que votre ami vient de faire plus pour changer notre compréhension de cette espèce que 20 ans de recherche. Il a regardé Barton avec un nouveau respect. Et je pense que ça veut dire que nous nous sommes encore plus trompés sur eux que nous ne le pensions. Les suites de cette nuit ont tout changé. Le rapport de Whitmore est remonté au plus haut niveau du gouvernement, accompagné de l'analyse scientifique de Caroline et de mon témoignage. Le programme de partenariat avec la population agressive a été suspendu en attente d'un examen. Pour la première fois, depuis des décennies, on envisageait sérieusement la protection plutôt que l'élimination des créatures comme Barton. Ce n'était pas une victoire complète. Il y avait encore des gens au pouvoir qui croyaient à l'ancien récit, qui soutenaient que la population agressive avait eu raison depuis le début, que la pitié de Barton était une ruse plutôt qu'une compassion sincère. Le débat se poursuivrait pendant des années, mais Barton était libre, c'est ce qui comptait le plus pour moi. Whitmore a organisé sa libération sur notre propriété avec un statut de protection officiel qui empêchait de futures opérations de chasse. Il y aurait une surveillance, des visites occasionnelles de chercheurs qui voulaient l'étudier de manière éthique, mais plus de fuite, plus de clandestinité.
Le jour de son retour dans ces grottes, j'ai marché avec lui à travers la forêt une dernière fois. Les couleurs de l'automne viraient à l'hiver et il y avait du givre sur le sol qui scintillait à la lumière du matin. 23 ans, dis-je, et je n'ai jamais vraiment compris ce à quoi tu faisais face. Barton a émis un son doux, celui qui signifiait l'acceptation, la compréhension. Tes ennemis, les agressifs, ils sont toujours là, ils chassent toujours. Que feras-tu s'ils reviennent ? Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face. Pendant un long moment, il est resté silencieux. Puis il a touché mon épaule avec ce geste familier et a émis une série de sons que je n'avais jamais entendus auparavant. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai saisi l'essentiel. Il continuerait d'essayer, de tendre la main, de croire que la connexion était possible même avec ceux qui le haïssaient. C'était naïf peut-être, dangereusement optimiste. Mais c'était aussi la chose la plus fondamentalement pleine d'espoir dont j'ai jamais été témoin. Il m'a laissé au bord du réseau de grottes, disparaissant dans l'obscurité qui avait été sa maison pendant si longtemps. Mais maintenant, ce n'était plus se cacher. C'était simplement vivre. Je suis retourné au ranch alors que le soleil montait plus haut, pensant à tout ce qui s'était passé, aux secrets, à la confiance et aux étranges tournants que la vie peut prendre. Les monstres sont réels, ai-je pensé. Mais ils ne sont pas toujours ceux à quoi on s'attend. Parfois, ils portent des uniformes et suivent des ordres sans remettre en question les mensonges qu'on leur a racontés. Parfois, ce sont ceux qui ont l'autorité, utilisant leur pouvoir pour perpétuer la violence contre les innocents. Et parfois, la créature qui se cache dans l'ombre est la chose la plus humaine de la forêt. L'histoire ne s'est pas terminée là, bien sûr. Les histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles continuent simplement de manière que nous n'avons pas toujours l'occasion de voir. Caroline a poursuivi ses recherches, publiant finalement une série d'articles qui ont révolutionné la compréhension scientifique des espèces d'hominidés non documentées. Elle s'est battue pour des protocoles de protection, a témoigné devant des comités du Congrès et a passé le reste de sa carrière à défendre des créatures que la plupart des gens ne croyaient toujours pas exister. Whitmore a pris sa retraite de l'armée 1 an après l'incident, incapable de concilier ses actions passées avec ce qu'il avait appris. Aux dernières nouvelles, il écrivait des mémoires que ses anciens supérieurs tentaient désespérément de supprimer. Dennis et moi avons continué à gérer le ranch. Nous apportions toujours de la nourriture aux grottes de Barton, lui rendions toujours visite quand le temps était clément et que nos vieux os permettaient la randonnée. La relation a changé, s'est approfondie de manière difficile à expliquer. Il était toujours une créature d'un monde que nous ne pouvions pas entièrement comprendre, et nous n'étions toujours que 2 fermiers vieillissants. Mais nous étions une famille maintenant, liés par des décennies d'expérience et de confiance partagée. Et les nuits calmes, quand les étoiles étaient claires et que les montagnes se dressaient silencieuses contre le ciel, j'entendais parfois la voix de Barton descendre des grottes, chantant peut-être, ou priant, ou exprimant simplement quelque chose que le langage humain ne pouvait pas capturer. Je n'ai jamais su exactement ce que cela signifiait, mais je savais que c'était beau. Et je savais que quelque part dans ces sons se trouvait un message sur la connexion, l'espoir et la possibilité de compréhension entre des êtres qui auraient dû être ennemis. Cela me suffisait. Après tout ce que nous avions traversé, c'était plus que suffisant. Les années qui ont suivi la libération de Barton ont été compliquées de manière que je n'avais pas prévue. Le statut de protection signifiait de la paperasse, de la surveillance et l'intrusion occasionnelle de chercheurs qui voulaient l'étudier. La plupart d'entre eux étaient respectueux, approchant Barton avec la même prudence et la même révérence que Caroline avait montrée. Mais certains étaient avides de gloire ou de financement, plus intéressés par leur carrière que par le bien-être du sujet qu'ils étudiaient. Dennis et moi sommes devenus une sorte de gardiens, filtrant les visiteurs et protégeant Barton de ceux qui l'exploiteraient.
C'était un travail épuisant pour deux hommes approchant la soixantaine, mais nous avions pris un engagement 23 ans plus tôt et nous n'allions pas l'abandonner maintenant. La population agressive n'a pas disparu, bien sûr. Ils étaient toujours là, chassant toujours, maintenant toujours leur territoire de manière qui les mettait parfois en conflit avec les humains. Mais le programme de partenariat avait été résilié et sans le soutien du gouvernement, leur portée était diminuée. Il y avait des rapports d'observation, des confrontations occasionnelles avec des randonneurs ou des chasseurs, mais rien de comparable aux opérations coordonnées qui avaient failli coûter la vie à Barton. Parfois, je me demandais ce qu'il était advenu du pisteur, celui à qui Barton avait fait preuve de pitié dans l'attente de confinement. Ce moment de connexion avait-il changé quelque chose? Avait-il planté une graine de doute dans un esprit façonné par des générations d'agression? J'aimais à le penser, mais je savais qu'il ne fallait pas trop y compter. Ce sur quoi je pouvais compter, c'était l'amitié qui m'avait soutenu pendant certaines des années les plus difficiles de ma vie. Barton était là quand le cœur de Dennis a lâché à l'hiver 1992, offrant une présence qui transcendait le besoin de mots. Il était là quand j'ai affronté un cancer en 1998, faisant le difficile trajet pour me rendre visite à l'hôpital où Caroline avait arrangé une chambre privée avec des fenêtres donnant sur les montagnes. Et il était là pour mon 80e anniversaire, sortant des grottes pour s'asseoir avec moi sur le porche de la maison du ranch, pendant que le soleil se couchait derrière les sommets que nous avions tous les deux appelés notre foyer pendant si longtemps. « Je ne sais pas combien de temps il me reste », lui ai-je dit ce soir-là. « Les médecins disent que le cancer est revenu, et cette fois, ils ne peuvent pas faire grand-chose. » Barton a émis un son que j'avais appris à associer au chagrin, au deuil qu'il avait montré pour toutes ces âmes perdues dans sa chambre du mémorial. « Ce n'est pas grave, dis-je. J'ai eu une bonne vie. Étrange peut-être, mais bonne. Et une grande partie de cela, c'est grâce à toi. » Il a touché mon épaule avec ce geste familier et j'ai senti le poids de tout ce que nous avions partagé s'installer entre nous comme un silence confortable. « Quand je serai parti, dis-je, il y aura encore des gens qui voudront te protéger. Les étudiants de Caroline, les successeurs de Whitmore, d'autres qui comprennent ce que tu représentes. Tu ne seras pas seul. » Barton a émis un autre son que je n'ai pas tout à fait pu interpréter. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est penché et a pressé son front contre le mien. Un geste d'intimité qui transcendait les espèces, le langage et toutes les barrières qui auraient dû nous séparer. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que j'essayais de formuler depuis des décennies. L'amour n'est pas une question de similitude, c'est une question de reconnaissance. Voir la nature essentielle d'un autre être et choisir de l'honorer, de le protéger et de se connecter avec lui, malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Barton et moi n'avions rien en commun. Nous venions de mondes différents, avions des instincts différents, connaîtrions des fins différentes. Mais nous avions reconnu quelque chose l'un en l'autre ce premier matin d'hiver, en 1964. Quelque chose qui avait grandi et s'était approfondi au fil des ans jusqu'à devenir la relation la plus importante de ma vie. Cela valait tout. Tous les secrets, tous les dangers, toutes les complications de la protection d'une créature dont le monde ne croyait pas à l'existence. Cela valait chaque instant. Je suis mort 3 mois plus tard, une froide nuit de février où la neige tombait assez épaisse pour étouffer tout son. Caroline était là, me tenant la main et me racontant des histoires sur les derniers développements de la recherche, l'acceptation croissante des espèces non documentées, les changements d'attitude au sein du gouvernement et de la science. Et quelque part dehors, debout dans la neige qui tombait, Barton attendait. Je savais qu'il était là même si je ne pouvais pas le voir. Je pouvais sentir sa présence comme j'avais toujours pu la sentir, un point chaud dans la conscience froide de la mort approchante. « Merci », ai-je réussi à dire avec mon dernier souffle. « Merci pour tout.
S'il m'a entendu, s'il a compris, je ne le saurai jamais. Mais j'aime à penser que oui. J'aime à penser que quelque part dans son esprit brillant et étrange, il porte un souvenir de Harold Pembroke, le fermier qu'il a trouvé dans un hangar pendant une tempête d'hiver et a choisi d'aider au lieu de nuire. J'aime à penser que ce souvenir lui apporte du réconfort, de la même manière que son amitié m'a apporté du réconfort pendant toutes ces années. Et j'aime à penser que lorsqu'il ajoutera mon nom à sa chambre du mémorial, le gravant dans la pierre, à côté de tous ceux qu'il a aimés et perdus, il saura que je suis reconnaissant. Reconnaissant pour la confiance, reconnaissant pour la connexion, reconnaissant pour la chance de savoir que les monstres ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Parfois, ils sont les choses les plus humaines de la forêt. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, ils deviennent les meilleurs amis que vous n'aurez jamais. La neige a continué de tomber cette nuit-là, recouvrant les montagnes d'un silence blanc. Dans les grottes au-dessus du ranch, Barton était assis dans sa chambre du mémorial et a émis un son qui a résonné sur les murs anciens. C'était du chagrin, de l'amour et un adieu, tout cela enveloppé dans une seule note qui a traversé l'obscurité comme une prière. Et quelque part, au-delà des limites du monde que j'avais connu, je l'ai entendu. Et j'ai répondu. Les années qui ont suivi la mort de Harold ont apporté des changements que nul d'entre nous n'aurait pu prédire. Dennis, ne se remettant jamais tout à fait de la perte de son frère, a vendu la majeure partie du ranch à une fondation de conservation que Caroline a aidé à établir. La terre est devenue un corridor faunique protégé, officiellement désigné comme habitat pour les espèces menacées, avec l'entente tacite parmi ceux qui connaissaient la vérité que c'était en réalité le sanctuaire de Barton. Caroline a poursuivi son travail, formant une nouvelle génération de chercheurs qui abordaient l'étude des hominidés non documentés avec respect et considération éthique. Ces méthodes sont devenues la référence, ces articles une lecture obligatoire pour quiconque entrait dans le domaine. Elle n'a jamais obtenu la reconnaissance grand public qu'elle méritait, la plupart de l'establishment scientifique rejetant encore son travail comme de la pseudoscience, mais ceux qui savaient mieux comprenaient ses contributions. La population agressive s'est estompée dans l'histoire, leur partenariat avec le gouvernement un embarras classifié dont personne ne voulait discuter. Il y avait encore des observations occasionnelles, des rapports de rencontres dans des zones sauvages, reculées, mais les programmes de chasse coordonnés avaient de pris fin. La menace qu'ils posaient était désormais une affaire que les créatures individuelles devaient gérer, et non une campagne systématique d'extermination. Barton lui-même est devenu une sorte de légende dans la petite communauté qui connaissait son existence. De jeunes chercheurs faisaient des pèlerinages au ranch, espérant apercevoir la créature qui avait changé tant d'esprits. La plupart étaient déçus. Barton avait toujours été prudent avec les nouveaux humains. Et la mort de Harold l'avait rendu encore plus méfiant. Mais parfois, quand les conditions étaient réunies et que le visiteur était assez patient, il sortait de ses grottes et se laissait voir. Ces moments étaient transformateurs pour les personnes qui les vivaient. Quelque chose dans le fait d'être en présence d'un être si différent et pourtant si clairement intelligent, si doux malgré sa taille et sa force, changeait leur façon de voir le monde. Beaucoup d'entre eux sont devenus des défenseurs de la protection de la faune, de la conservation de l'habitat, de la reconnaissance que l'humanité n'était pas la seule forme de conscience digne d'être préservée. Caroline est décédée en 2015, entourée d'anciens étudiants et collègues qui étaient devenus sa famille. Sa dernière volonté était d'être incinérée et que ses cendres soient dispersées dans la forêt près des grottes de Barton. Lorsque ces étudiants ont fait la randonnée pour exaucer ce souhait, ils ont trouvé Barton qui les attendait. Il n'a pas parlé, bien sûr. Il ne l'avait jamais fait, dans aucun langage que les humains pouvaient facilement comprendre. Mais il a regardé pendant qu'il dispersait les cendres de Caroline parmi les cèdres centenaires, et quand ils ont eu fini, il a émis un son que toutes les personnes présentes ont reconnu. C'était le son que Harold
avait décrit dans ses journaux celui que Barton faisait pour les âmes qu'il pleurait. Caroline avait gagné une place dans son mémorial, sa mémoire préservée de la même manière qu'il en avait préservé tant d'autres. Les étudiants sont repartis en sachant qu'ils avaient été témoins de quelque chose de sacré. J'ai appris tout cela plus tard, reconstitué à partir de journaux, d'entretiens et de visites occasionnelles au ranch qui avait été la maison de Harold. Je n'ai jamais rencontré Harold lui-même. Je suis né en 1995, l'année avant que son cancer ne revienne pour la dernière fois. Mais j'ai grandi en entendant des histoires sur lui, sur Dennis, sur la créature qu'ils avaient protégée pendant des décennies. Ma grand-mère était l'étudiante la plus dévouée de Caroline. Elle a hérité de la recherche, de la documentation, de la responsabilité de continuer ce que Caroline avait commencé. Et quand j'ai été assez grande pour comprendre, elle m'a tout raconté. J'ai fait mon premier voyage au ranch quand j'avais 16 ans, randonnant à travers la forêt qui était devenue une réserve protégée, suivant des sentiers que Harold avait parcourus des milliers de fois. Je ne m'attendais pas à voir Barton. À ce moment-là, il approchait les 80 ans, un âge canonique pour n'importe quelle créature, et il sortait rarement de ses grottes. Mais quelque chose m'a attiré plus profondément dans la forêt ce jour-là, au-delà des sentiers balisés et dans un territoire qui n'était pas censé être accessible aux visiteurs. Je me suis dit que j'explorais simplement, mais une partie de moi savait que je cherchais quelque chose de spécifique. J'ai trouvé l'entrée de la grotte telle que Harold l'avait décrite dans ses journaux, cachée derrière des rochers couverts de mousse, invisible à moins de savoir exactement où regarder. Je ne suis pas entré. Cela aurait été une intrusion, une violation de tout ce que Caroline avait enseigné à ses étudiants sur le respect de l'espace de Barton. Mais je me suis assise devant l'entrée et j'ai attendu. Le soleil se couchait quand j'ai entendu du mouvement à l'intérieur de la grotte. Mon cœur s'est emballé alors qu'une forme massive émergeait de l'obscurité, se déplaçant lentement, prudemment, avec la précaution délibérée de l'âge. Barton avait l'air différent des photos dans les dossiers de Caroline. Sa fourrure était presque entièrement grise maintenant, ses mouvements raidis par l'arthrite ou son équivalent pour son espèce. Mais ses yeux étaient les mêmes, ce regard profond et intelligent dont Harold avait tant de fois parlé. Il m'a étudié pendant un long moment et j'ai senti le poids de son attention comme une chose physique. C'était un être qui avait vécu des décennies de peur et de persécution, qui avait perdu tous ceux qu'il aimait à cause de chasseurs humains et autres. Il avait toutes les raisons de se méfier de moi, de me voir comme une menace de plus dans une vie qui en était remplie. Mais au lieu de cela, il a émis un son. C'était doux, interrogateur, rien à voir avec les vocalisations emplies de chagrin que j'avais lues. Il me demandait quelque chose, bien que je ne puisse pas tout à fait comprendre quoi. « Je m'appelle Helena », dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Ma grand-mère était Caroline Ashford. Elle m'a parlé de vous, de Harold et Dennis, de tout ce que vous avez traversé. Barton a incliné la tête au nom de Caroline, de la manière que Harold avait décrite lorsqu'il était attentif. « Je suis venu pour vous dire merci », ai-je continué, « de les avoir laissés vous aider, de leur avoir fait confiance, d'avoir montré au monde que des créatures comme vous existent et méritent d'être protégées. » Il est resté silencieux un long moment, ses yeux anciens étudiant mon visage. Puis, lentement, il a tendu une main massive et a touché mon épaule. Le geste dont Harold avait parlé. Confiance, gratitude et quelque chose comme de l'amour. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, sans pouvoir dire exactement pourquoi. Peut-être était-ce le poids de l'histoire, de toutes les histoires que j'avais entendues, en grandissant, devenant soudainement réelles. Peut-être était-ce la reconnaissance de quelque chose en Barton qui transcendait l'espèce, transcendait le temps. Ou peut-être était-ce simplement le don simple et profond d'être vu par un être qui avait toutes les raisons de se cacher. Nous sommes restés ainsi alors que les étoiles apparaissaient,
deux créatures de mondes différents partageant un moment de connexion qu'aucun de nous n'oublierait jamais. Puis Barton a émis un autre son, doux et presque agacé, de la manière dont on pourrait gentiment renvoyer un enfant en lieu sûr. Il était temps pour moi de partir. Il était temps pour lui de retourner à ses grottes, à la solitude qu'il avait gagnée à travers des décennies de fuite, de clandestinité et, finalement, de paix. « Je reviendrai », dis-je en me levant pour partir. « Si vous me le permettez. » Il n'a pas répondu, mais j'ai choisi de prendre son silence pour une permission. J'ai fait cette randonnée des dizaines de fois depuis, en toute saison, par tous les temps. Parfois, Barton sort pour m'accueillir. Parfois non. J'ai appris à ne pas le prendre personnellement. Il est vieux maintenant, plus vieux qu'aucun membre documenté de son espèce, et il mérite toute la paix qu'il peut trouver. Mais quand il apparaît, nous nous asseyons ensemble dans la lumière déclinante et partageons quelque chose que les mots ne peuvent capturer. Je lui parle du monde extérieur, des changements climatiques et politiques, de la lutte continue pour protéger les espaces sauvages du développement. Il écoute avec cette attention patiente, émettant parfois des sons que j'ai appris à interpréter comme un accord ou une préoccupation. Et parfois, il m'emmène dans ses grottes, dans la chambre du mémorial que Harold a documenté pour la première fois il y a toutes ces années. La collection s'est agrandie au fil des décennies, plus d'effets personnels, plus de noms gravés dans la pierre. Tous ne sont pas des étrangers. J'y ai vu le nom de Caroline, rendu dans l'écriture phonétique brute de Barton, celui de Harold aussi, et celui de Dennis. Ils font partie de sa famille maintenant, préservés de la seule manière qu'ils connaissent. L'hiver dernier, Barton a ajouté un nouveau nom au mur, un qui m'a surprise, le sien. Je ne sais pas s'il se préparait à la mort, reconnaissant sa propre mortalité comme il avait reconnu celle de tant d'autres. Ou si c'était autre chose, une communication que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Mais quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était paisible, content. Le son de quelqu'un qui a fait la paix avec sa vie et qui est prêt pour ce qui vient ensuite. Je crois qu'il disait au revoir, pas seulement à moi, mais au monde qu'il avait habité si longtemps, aux montagnes, aux forêts et aux grottes qui avaient été sa maison, aux souvenirs des ennemis qu'il avait chassés et des amis qu'il avait protégés, à tout ce qui avait fait de lui ce qu'il était. Je visite les grottes plus souvent maintenant, ne sachant jamais si cette fois sera la dernière. Barton est toujours là, sortant encore occasionnellement pour s'asseoir avec moi dans le crépuscule. Mais il se déplace plus lentement à chaque fois, ses yeux voilés par l'âge, sa carcasse massive courbée sous le poids des ans. Quand la fin viendra, quel que soit le moment, je serai là. Non pas parce que je le dois à Harold, à Caroline ou à ma grand-mère, non pas par devoir, par obligation ou par responsabilité de chercheuse, parce que Barton est mon ami, parce qu'il m'a montré ce que signifie faire confiance, espérer, continuer à tendre la main même à ceux qui pourraient vous blesser, parce que parfois, la créature qui se cache dans l'ombre est la chose la plus humaine de la forêt, et parce que l'amour, le véritable amour, transcende toutes les frontières que nous essayons de lui imposer. C'est l'histoire que Harold voulait raconter, celle qu'il a passé ces dernières années à essayer de mettre en mots, celle sur les secrets, la confiance et les étranges tournants que la vie peut prendre quand on choisit d'aider au lieu de nuire. C'est une histoire de monstres, oui, mais pas du genre auquel on s'attendrait. Les vrais monstres sont la peur et l'ignorance, la volonté de détruire ce que nous ne comprenons pas. Les vrais héros sont ceux qui choisissent la connexion plutôt que l'isolement, la pitié plutôt que la violence, l'amour plutôt que la haine. Harold le savait. Barton le sait aussi. Et maintenant, peut-être, vous aussi. Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous des créatures qui se cachent de quelque chose. Nous portons tous des blessures de ceux qui nous ont fait du mal, des peurs de ceux qui pourraient nous en faire à nouveau. Nous sommes tous confrontés au choix, chaque jour, entre nous refermer et tendre la main. Barton a choisi de tendre la main,
Même après tout ce qu'il avait souffert, même après des décennies de fuite et de clandestinité, il a continué d'essayer de se connecter avec Harold, avec Caroline, avec le pisteur agressif qui voulait sa mort. Et ce choix, répété encore et encore à travers une vie de perte, est devenu la chose la plus importante à son sujet. Pas sa taille, ni sa force, ni son étrangeté, sa capacité à aimer. Je pense que c'est ce que Harold a compris, à la fin. Pourquoi il a passé ces derniers mois à essayer de tout documenter, de laisser une trace de ce qu'il avait appris. Il ne s'agissait pas de prouver que Bigfoot existe. Il ne s'agissait pas de découvertes scientifiques ou de documentation historique. Il s'agissait de montrer que la connexion est possible, que même entre des êtres aussi différents qu'un fermier d'âge moyen et une créature ancienne des ombres, quelque chose de réel et de durable peut naître. C'est la vérité qui mérite d'être préservée. C'est l'histoire qui mérite d'être racontée. Et tant qu'il y aura des gens prêts à écouter, prêts à croire, prêts à choisir la compassion plutôt que la peur, cette histoire continuera. Dans les grottes au-dessus d'une forêt protégée, une vieille créature s'occupe de son mémorial. Dans le monde en bas, les gens qui connaissent son secret le gardent en sécurité. Et quelque part entre les deux, l'amour comble le fossé qui aurait dû être impossible à franchir. C'est la fin que Harold voulait. Pas une résolution, car les histoires ne se terminent jamais vraiment. Juste une continuation, juste de l'espoir, juste la certitude tranquille que certaines choses valent la peine d'être protégées, peu importe le coût. Je pense qu'il serait heureux de savoir que son histoire est toujours racontée. Je pense que Barton serait heureux aussi. Et je pense qu'en fin de compte, c'est tout ce que chacun de nous peut demander. Être remémoré, être aimé. Savoir que nos vies ont signifié quelque chose pour quelqu'un. Harold a trouvé ce sens dans un hangar pendant une tempête d'hiver, quand il a choisi d'aider au lieu de nuire. Et ce choix a résonné à travers les décennies, touchant des vies qu'il n'a jamais connues, changeant des esprits qu'il n'a jamais rencontrés. C'est le pouvoir de la compassion, c'est l'héritage de la confiance, c'est ce que signifie être humain, que l'on marche sur deux jambes ou sur quelque chose de plus. Et c'est la fin de cette histoire, pour l'instant.